On va parler élections américaines et fake news avec vous, Samira El Gadir. Merci d'être là avec nous dans ce 12-15. C'est vrai qu'on s'intéresse à la campagne électorale. Elle n'avait même pas encore commencé que vous nous parliez déjà d'un déferlement, d'intox sur les réseaux sociaux, diffusé d'ailleurs par les deux camps, démocrates et républicains, sur tous les réseaux sociaux. Et vous allez nous montrer, Samira, aujourd'hui qu'il y a une plateforme où cette désinformation électorale a un écho particulier, c'est X. Ex-Twitter. Exactement. Si je vous dis Donald Trump va gagner et les démocrates sont tous des tricheurs, voilà le genre de pancarte qu'on peut voir passer encore aujourd'hui sur Twitter, donc X aujourd'hui. Dans l'absolu, cette pancarte, elle aurait pu exister, sauf que là, c'est Taylor Swift qui est censée la brandir. Et on sait tous que clairement, Taylor Swift, elle n'est pas pro-Trump. Cette photo est un montage, comme le message qu'elle transmet d'ailleurs, qui n'est pas nouveau. Trump se serait fait voler la dernière élection par Joe Biden. Rappelez-vous ce hashtag qu'on a vu passer beaucoup en 2020, Stop the Steal, arrêter le vol, qui avait cartonné en 2020 sur tous les réseaux sociaux. Et bien aujourd'hui, on a à 9 mois du scrutin et juste sur Twitter, ce hashtag circule 6 fois plus que lors de la précédente élection. Selon les données de VisiBrain, donc qui nous donne et qui nous permet de faire une veille sur les réseaux sociaux. Et en parallèle, on a vu passer d'autres hashtags qui relayent aussi la même idée de ce vote truqué encore en 2024. Dans certains messages, les pro-Trump affirment qu'ils sont prêts même à aller jusqu'au tribunal pour dénoncer ce soi-disant vol électoral. Et on a vu avec l'assaut du Capitole jusqu'où il pouvait aller. Sur Twitter, on voit aussi beaucoup passer de deepfake. On en a parlé ici aussi, de deepfake électoral sur cette élection. Vous le voyez ici. Donc là, celle-ci, elle est assez intéressante parce que c'est l'une des premières qu'on a vu passer. Donc ça date quand même de l'été dernier déjà. Ouais. Elle met en scène donc le monsieur que vous êtes censé voir là s'appelle Ron DeSantis, gouverneur controversé de Floride, mais surtout candidat à la primaire républicaine. On est à l'été dernier, regardez ce qu'il dit. Hi, I'm Ron DeSantis, governor of the great state of Florida. After the last week's events, including my poor performance at the debate, as well as President Trump rejoining X, I've realized I need to drop out of this race immediately. Donc il était censé déjà l'été dernier se retirer au profit de Donald Trump avec son influence, etc. Donc je rappelle juste que Trump n'était pas encore officiellement désigné à ce moment-là et que Ron DeSantis ne s'est retiré officiellement qu'il y a à peine un mois. Tout ça, c'est sans compter les nombreux montages pornographique, on en a parlé aussi sur Taylor Swift, qui est quand même une cible des pro-Trump. L'une des images qui a été diffusée de Taylor Swift a été vue 47 millions de fois juste sur X, en moins de 24 heures, en 17 heures précisément, avant d'être supprimée par la plateforme. Et puis, il y a aussi des vidéos parodiques, des scénarios complètement fictifs, où on voit la mise en scène de Trump ou de Biden ou de Taylor Swift que vous voyez là. Là, par exemple, imaginez que voilà, Trump est élu et là il nous dit clairement quel serait son premier déplacement. Il est précisé sur la vidéo, vous allez voir que c'est de l'IA, mais ça n'empêche pas la confusion, ça n'empêche pas qu'au final, avec tout ce flot et cette profusion de contenu vrai, faux, pas faux, on dit que c'est faux mais en fait c'est vrai, on ne sait plus où on se trouve, mais en tout cas on peut écouter. My first overseas trip after I get elected in 2025 will be to Cyprus. I'll give President Erdogan 24 hours to get his troops out of Cyprus and take his representative, Ersin Tatar, to Turkey forever. All property stolen from Turkey in 1974 will be returned to their rightful owners. Cyprus will be free. Ouais. Alors j'ai demandé à un expert de ces questions, de la désinformation et du numérique, Fabrice Epelboin, s'il y avait plus ou moins de fake news qu'en 2020, parce qu'il y en avait beaucoup aussi en 2020. Écoutez ce qu'il dit. Avant Elon Musk, du temps des Twitter Files, était une gigantesque machine à diffuser de la désinformation et surtout une énorme machine à censurer l'opposition politique. Donc on part d'un Twitter qui était très 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 loin d'être parfait, on arrive sur un Twitter qui est très très loin d'être parfait, mais qui est très différent. Arbitrer quel est le meilleur entre les deux, c'est encore beaucoup trop tôt. Bon, la question qu'on se pose et que je me pose, est-ce que c'est un paradis X pour tous nos amis de la désinformation? En tout cas, ça l'est plus qu'il y a quelques années, forcément. C'est d'ailleurs la ligne éditoriale, un peu, si on peut appeler ça comme ça, du nouveau Twitter, la liberté d'expression à outrance. Elon Musk, il est défini comme un libertarien. Et quitte à ce que dans l'eau, finalement, on trouve du faux, peu importe, tout le monde dit ce qu'il a envie de dire. Exemple avec ce compte Kane
Quote the Great. C'est un influenceur QAnon. Autrefois, il a été exclu de la plateforme. Et puis, il refait surface. Et en naviguant sur son compte, on se rend compte clairement, lui aussi, de sa ligne. Il y a plein de messages qui accusent Biden de tous les maux, le vote truqué, etc. Ça revient. Certaines de ses publications cumulent quand même près de 20 millions de vues. Enfin, à chaque publication, il fait un carton. Non seulement cet internaute est libre de diffuser et de dire ce qu'il a envie de dire sur X, mais en plus, regardez, il est relayé par le patron lui-même de la plateforme, Elon Musk, en personne, qui reprend tout le narratif sur les votes truqués, et qui accuse souvent, d'ailleurs, les médias traditionnels de parti pris. C'est pour ça qu'il a cette posture de « aujourd'hui, moi, je vais laisser tout le monde parler ». Pour Théo Lobry, qui est journaliste, spécialiste de la politique américaine, il est très présent, Théo Lobry, sur la plateforme X, donc c'est pour ça que je l'ai interrogé. Et pour lui, c'est le cas de Musk, probablement, qui est le plus problématique dans cette histoire, parce qu'il relaie pas mal de désinformation. Il assume publiquement son parti pris pour les Républicains dans ses publications, ce qui a de quoi faire sourire selon Théo Lobry, parce que c'est justement ce qui est reproché à l'ancienne direction, qui n'est pas faux, mais de favoriser les démocrates. Là, ce qui est certain, c'est que Musk a le pouvoir. Musk dirige tout, à la fois la plateforme, la modération, etc. Et il dirige aussi ce qu'il diffuse. En tout cas, il est maître de ce qu'il diffuse. Son compte a 172 millions d'abonnés. Le camp démocrate est clairement inquiet de l'influence de Musk et de son réseau dans la campagne électorale. Dans le New York Times, regardez ce qu'ils disent. Donc ça, c'est la chef de campagne de Biden qui parle. Elle dit qu'il est profondément irresponsable de diffuser de fausses informations et de semer la méfiance sur la façon dont les élections se déroulent. C'est encore plus dangereux venant du propriétaire d'une plateforme de médias sociaux. Concernant la modération de ces fake news, justement, est-ce que l'on peut faire le point sur ce qui a changé, Samira, depuis l'arrivée d'Elon Musk ? Tout. En gros, les garde-fous qu'on connaissait ont sauté. Par exemple, la pastille bleue qui permettait de distinguer les comptes vérifiés, les comptes certifiés, qui servaient de gage de fiabilité. Moi, j'ai perdu la mienne, vous voyez. Voilà. Moi, au moment où j'allais la mettre, j'ai pas passé le cap. Ou alors, il faut payer. C'est ça le truc. Donc aujourd'hui, elle prouve juste qu'il y a eu une transaction finalement, cette pastille bleue, que l'auteur a payé un abonnement pour être certifié et aussi que ses contenus sont mis en avant. Et c'est ça l'autre gros problème, l'algorithme de Twitter qui dicte la manière dont sont diffusées les publications sur le site. Et depuis cette nouvelle règle, c'est les contenus de ces comptes certifiés, donc qui ont payé, sont poussés en avant par rapport aux autres, quitte à ce qu'ils racontent n'importe quoi. C'est le cas de notre fameux influenceur QAnon dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est ce qui explique aussi son influence. Et puis avant ça, on avait aussi davantage de messages d'alerte sur les fake news. Regardez ce type d'article qui a été donc cet article, il date de 2020. On ne trouve pas l'équivalent aujourd'hui. Et cet article mettait en avant le fait que les affirmations de Trump sur les vols truqués, elles reposent sur pas grand-chose. Donc voilà, on a ce genre d'article qu'on a pu aujourd'hui. La modération sur Twitter est en lambeaux, c'est ce que dit Théo Lobry. Sous pression, Musk a quand même fini par envisager un service de modération à Austin, au Texas. Mais à voir ce que ça va donner. Oui, j'allais vous demander. Et donc, ça sert à quelque chose ou pas ? Ça sert à quelque chose ou pas. En tout cas, ça a le mérite, ça aura le mérite d'exister. Après, j'ai tenté de joindre quand même les services de X pour avoir des réponses. Bon, j'en ai pas encore pour l'instant, mais sur leur site, il y a quand même un règlement sur les fake news. Par exemple, là, il est question de tout ce qui est généré par IA et ils disent clairement que c'est interdit de partager ces médias synthétiques si ça induit les utilisateurs en erreur ou si ça cause un préjudice. Le problème, vous l'avez vu comme moi, c'est que ça continue à tourner. Donc, voilà. Donc, est-ce que c'est suffisant ou pas ? Pas vraiment. En tout cas, pas aujourd'hui, on n'en a pas la preuve. L'autre souci, moi, que je vois de mon point de vue de journaliste et de fact-checkeuse, c'est qu'il y a plein de mes semblables qui ont disparu aussi sur X, faute de ne pas pouvoir lutter contre ces fake news. Beaucoup de journalistes ont arrêté leur compte sur X, ou alors ils sont moins visibles, leurs contenus sont moins visibles dû à cette histoire d'algorithme. Alors comment faire pour répondre à votre question ? Tout n'est pas négatif non plus sur Twitter. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les community notes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. Non, c'est super intéressant. Les community notes, en fait, c'est tous les commentaires qui arrivent juste derrière de la communauté, donc ils sont produits par la communauté, donc par nous, les internautes, mais aussi par de nombreux journalistes qui s'en servent aujourd'hui pour établir le contexte, pour établir les faits. Ce système, il avait déjà été envisagé par l'ancienne équipe sous le nom de Birdwatch, donc en référence à l'oiseau bleu, mais il est vraiment développé aujourd'hui sous Musk, ce système un peu à la Wikipédia finalement. Il permet à la fois de limiter les dégâts informationnels, mais Musk aussi en profite parce que Musk a le sens du business. On écoute et puis on peut en parler après.
Et c'est surtout une façon de se décharger des coûts financiers liés à la lutte contre les fake news. Et là, Twitter avait un vrai problème, c'est que Twitter n'a jamais été rentable. Et donc, Musk, rachetant Twitter et en faisant une entreprise privée d'un côté, devait impérativement trouver le chemin de la rentabilité. L'une des façons qu'il a utilisées pour ça, c'est vraiment de se décharger de cette tâche de modération et de lutte sur les fake news sur l'ensemble de la communauté qui, évidemment, travaille gratuitement. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup plus rentable que de payer quelques milliers de modérateurs à San Francisco. Musk, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, qui a financé cette brillante interview de Poutine par qui ? Je ne sais pas. Tucker Carlson. Je ne sais pas. Ça n'existe pas. Qui est cet homme. C'est dingue quand même. En fin de compte, il faut se débarrasser de... Non, mais cette histoire... De qui ? De Twitter, de Musk, de TikTok ? Se débarrasser, je sais pas, parce que... Non, mais l'histoire du vote truqué par correspondance qu'on vient de citer, c'était spectaculaire en 2020. C'est-à-dire que les gens étaient persuadés qu'on allait ouvrir les enveloppes où il y avait le nom de Donald Trump pour mettre Joe Biden, alors que Donald Trump avait mis à la tête de la poste un ami à lui.